وإلى فرض وطلب. استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدو، من فيهم زوجته وابنه وابنته، في قصف إسرائيلي استهدف منزل الزميل وائل الدحدو، كان معنا قبل قليل. بتقتلوا منا في الأولاد، بتقتلوا منا في الأولاد. I can see my children, I can see my wife, I can see my mother in each martyr in front of me. This is what the devastating of the soul is. Aujourd'hui, les journalistes palestiniens à Gaza travaillent dans des conditions effroyables. C'est vraiment compliqué de dire en fait quel est le principal problème. C'est des conditions qu'on a du mal à imaginer en fait, qui sont presque du jamais vu. الشيء كثير صعب، اللي تقريبا 78 يوم وانا بنام في السياره، ما في حتى اي مكان انه انت تقدر تاخذ بريك فيه، تاخذ راحه. This is the last time you will see me with this heavy, stinky vest. I decided to evacuate today. C'est de l'aveu de toutes les organisations qui travaillent sur ce sujet, le conflit le plus meurtrier de l'histoire récente pour les journalistes à Gaza. Je suis Clotilde Mravko, je suis journaliste indépendante. Ça fait 5 ans que je travaille à Jérusalem, donc à la fois sur Israël et les territoires palestiniens. Et depuis le 7 octobre, en fait, je travaille majoritairement sur Gaza. Aujourd'hui, les journalistes palestiniens à Gaza travaillent dans des conditions effroyables. C'est vraiment compliqué de dire en fait quel est le principal problème. C'est des conditions qu'on a du mal à imaginer en fait, qui sont presque du jamais vu. Il y a 2 choses, je pense, qu'il faut différencier. La première, c'est sur le plan personnel. En fait, les journalistes gazaouis sont des Gazaouis comme les autres. Donc, ils ont eux aussi été déplacés. Ils ont souvent eu leur maison bombardée. Ils ont perdu des proches, ils ont perdu des amis. Ils ont parfois été blessés. Leur famille a été sévèrement touchée. Il y a une journaliste, par exemple, qui m'expliquait qu'elle avait été réveillée le matin par son fils de 4 ans qui avait faim. Et elle n'avait pas de quoi lui donner à manger parce que Gaza, en ce moment, est assiégée. Donc, ils ont d'énormes aussi difficultés dans la vie quotidienne. Ils doivent passer du temps à chercher de l'eau, de la nourriture pour leur famille, comme tous les Gazaouis. Certains vivent dans des tentes ou bien dans des appartements surchargés. هلا أنا بنام في سيارة الشغل، شيء كثير صعب، اللي تقريبا 78 يوم وأنا بنام في السيارة، ما في حتى أي مكان إنه أنت تقدر تاخذ بريك فيه، تاخذ راحة. أهلي برضه عشان موجودين في قطاع غزة لازم أكون 24 ساعة موجودة في المكان في الميدان، فإشي كتير صعب. Il y a également le problème de la communication. En fait, les communications sont coupées régulièrement. L'accès à Internet est très compliqué. Il n'y a pas d'électricité. Donc, en fait, c'est un peu la débrouille avec des batteries. Donc, c'est pareil, ça les oblige à travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Oh. I'm trying to reach the 3G, the 4G, with the eSIMs, but sometimes it works, sometimes not. Et puis, il y a le plan plus journalistique, je dirais, où en fait, ils sont particulièrement exposés puisqu'il y a des bombardements partout dans la bande de Gaza et qu'eux se déplacent plus que le reste de la population. Ils sont également impactés parce que ils font des interviews dans des conditions effroyables avec... je pense notamment beaucoup d'enfants blessés très grièvement dans les hôpitaux. Ils voient des cadavres en décomposition sous les décombres. Donc voilà, il y a tout un impact aussi psychologique. D'autant plus qu'eux ne sont pas détachés de la situation. Ils peuvent totalement imaginer des membres de leur famille être à la place des personnes qui sont en train d'interviewer ou des personnes qu'ils voient tuer sous les décombres. C'est de l'aveu de toutes les organisations qui travaillent sur ce sujet, le conflit le plus meurtrier de l'histoire récente pour les journalistes à Gaza. Alors l'histoire récente, ça veut dire en fait depuis en général le moment où ils ont commencé à exercer et à compter les morts dans les conflits, les journalistes tués dans les conflits. Donc ça varie selon les organisations puisqu'il y a différentes manières de calculer en fait. Mais en gros, on est entre plus de 70 à plus de 90 journalistes ou professionnels des médias tués en un peu plus de 3 mois. C'est énorme. On voit bien qu'il y a une spécificité en fait de ce conflit qui est particulièrement meurtrier pour les reporters.
Évidemment, en n'étant pas sur place, c'est difficile à prouver, mais on a quand même plusieurs faisceaux d'indices qui tentent à prouver qu'effectivement, Israël viserait délibérément les journalistes à Gaza. Tout d'abord parce que y a eu des témoignages qui ont été rapportés. La Fédération internationale des journalistes, notamment, en a recueilli plusieurs. Son président, Anthony Bélanger, me faisait part notamment d'un journaliste qui était en train de faire son travail avec un gilet pare-balles et qui avait été blessé à la jambe par un drone. Donc, il y a un niveau de précision qui laisse penser que lui, qui était clairement identifiable avec son gilet presse, a quand même été visé, et avec une précision qui fait qu'il a été visé précisément à la jambe, qui laisse penser que c'était délibéré. Reporters sans frontières a d'ailleurs porté plainte pour la 2e fois fin décembre auprès de la Cour pénale internationale pour crime de guerre contre Israël sur 7 journalistes palestiniens tués. Et Reporters sans frontières accuse notamment Israël d'avoir visé délibérément ces journalistes. Et on a notamment le cas pour 2 journalistes qui ont été tués de l'armée israélienne, qui a explicitement dit qu'elle avait visé ces 2 journalistes. Sa justification, c'était qu'ils opéraient des drones et que cela mettait en danger ses soldats à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Et elle a ensuite accusé les 2 journalistes d'être des membres, pour l'un du djihad islamique, pour l'autre du Hamas, donc les 2 mouvements qualifiés de terroristes par Israël, les États-Unis et l'Europe à Gaza. Et le syndicat des journalistes palestiniens a démenti cette information, indiquant qu'il s'agissait de 2 journalistes et que donc Israël avait sciemment visé ces 2 journalistes alors qu'ils faisaient leur travail. Une enquête également de Reuters a montré que Israël avait aussi délibérément visé des journalistes au Liban, tuant notamment un journaliste de Reuters, Issam Abdellah. Donc, on voit qu'aussi c'est une pratique israélienne, pas forcément que à Gaza. On avait aussi le cas de Shirin Abu Akleh, journaliste d'Al Jazeera, qui a été tuée à Jenin en 2022, où il y a aussi il y a des enquêtes qui montrent qu'elle aurait été visée aussi par l'armée israélienne. Les preuves matérielles, les témoignages oraux et les rapports techniques nous ont prouvé de manière concluante que l'armée d'occupation a pris directement et délibérément pour cible la martyre Abu Akleh et le groupe de journalistes qui l'accompagnaient. Donc tout ça laisse penser qu'effectivement, certains journalistes sont visés par l'armée israélienne. On a également des choses troublantes. Je pense notamment au bureau de l'AFP à Gaza. L'immeuble a été visé et je crois qu'il y a une dizaine d'étages. Sur cette dizaine d'étages, seuls les 2 étages qui concernent les bureaux de l'AFP ont été détruits. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté la résolution 2222 en 2015. En gros, cette résolution, elle permet... En fait, les journalistes sont déjà protégés par le droit international parce qu'ils sont considérés comme des civils. Cette résolution, elle appuie cette protection en demandant notamment aux États de tout mettre en œuvre pour protéger les journalistes, notamment dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, à Gaza, on a un exemple assez concret du fait qu'Israël pourrait être accusé de ne pas respecter cette résolution parce que, notamment, l'AFP et Reuters ont demandé à l'État israélien d'assurer la sécurité de leurs journalistes gazaouis. Et ils ont eu une réponse d'Israël indiquant qu'ils n'étaient pas en mesure de protéger les journalistes de ces 2 agences de presse sur place. Donc on voit que officiellement même, Israël se dédouane de cette protection qui devrait pourtant lui incomber, puisque Israël est la partie du conflit qui a la main notamment sur les bombardements. Et le point spécifique aujourd'hui, c'est que à Gaza, en fait, les journalistes palestiniens sont quasiment les seuls, en fait, à pouvoir documenter ce qui se passe, parce que les organisations de défense des droits de l'homme travaillent, mais ont vite abandonné une grande partie de leur travail de terrain parce que c'est trop dangereux. Et donc aujourd'hui, les seuls qui peuvent documenter ce qui se passe à Gaza quasiment en temps réel, ce sont les journalistes palestiniens. Et donc, c'est d'autant plus important qu'ils soient protégés parce qu'ils font un travail que personne d'autre aujourd'hui n'est en mesure de faire à Gaza. They went intensively for massacres in the south, especially in Khan Yunis and Rafah. They started a new ground operation on the ground dedicated only
for the southern. And they said that now we're operating in the south. We don't want to harm the civilians, but at the same time, all of the casualties, like 99.9% of the casualties were only the civilians, the children, the women. I can see my children, I can see my wife, I can see my mother in each martyr in front of me. This is what the devastating of the soul is. Aujourd'hui, Israël interdit l'entrée des journalistes étrangers à Gaza et l'Égypte également, principalement sous pression israélienne. Donc les seuls journalistes étrangers qui ont pu pénétrer à Gaza l'ont fait en accompagnant l'armée israélienne, ce qu'on appelle les embedded journalists. Donc c'est des journalistes qui accompagnent l'armée israélienne, qui ont donc un accès extrêmement restreint à ce qui se passe à Gaza, dont parfois, par exemple, quand il s'agit de télé ou de photographes, ils doivent montrer certaines images, montrer certains segments qu'ils ont filmés. L'armée s'assure que les soldats ne sont pas identifiables. Enfin, il y a des règles particulières qui sont d'ailleurs pas forcément des règles propres à l'armée israélienne, mais utilisées par toutes les armées du monde qui font ce type de pratique d'embarquer des journalistes avec eux. On a une seule journaliste qui a réussi, enfin une seule équipe de CNN, la chaîne américaine, qui a réussi à rentrer à Gaza sans l'armée israélienne. Ils sont rentrés pour quelques heures seulement et ils ont eu accès à travers notamment les Émirats arabes unis et ils ont eu accès à un hôpital de campagne qui a été mis sur pied par les Émirats arabes unis. Et donc voilà, c'est le seul reportage de journalistes étrangers qui n'a pas été fait avec une présence israélienne aux côtés de l'équipe de télévision. Alors aujourd'hui, à Gaza, on est dans une situation inédite parce que d'un côté, les journalistes palestiniens gazaouis ne peuvent pas sortir de la bande de Gaza. Israël leur interdit, comme à l'ensemble de la population de Gaza, en fait. Israël a fermé la bande de Gaza et à de rares exceptions près, personne ne peut en sortir. Certains journalistes ont réussi à en sortir avec des médiations de médias américains notamment, mais voilà, ça reste un nombre insignifiant et ils ne peuvent pour l'instant pas re-rentrer. Donc c'est aussi un dilemme, ceux qui décident de sortir ne peuvent pas re-rentrer. This is the last time you will see me with this heavy, stinky vest. I decided to evacuate today. En général, par exemple, quand on est journaliste français, quand on couvre une guerre, on y va. On y va pour une période. Ensuite, on revient. On a une espèce de sas de décompression dans un pays en paix où ça se passe bien. Et ensuite, on repart. Et du coup, là, on a quand même des journalistes qui travaillent depuis 3 mois, plus de 3 mois et qui sont traumatisés, qui sont très impactés par ce qui se passe et qui n'ont pas de sas de décompression. L'autre chose qui est complètement différente des autres conflits, c'est qu'on a donc, comme je le disais, des journalistes étrangers qui ne peuvent pas rentrer à Gaza. Moi, par exemple, je suis obligée de faire mes reportages uniquement par téléphone. Et ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles je ne peux pas avoir accès parce qu'il y a des populations qui n'ont pas accès au téléphone puisqu'il n'y a pas d'électricité, il y a des populations qui ne sont pas en mesure de me parler. Et puis, il y a également le fait que, il y a des sujets qui sont difficiles à aborder au téléphone, il y a des choses que je ne peux pas vérifier, des choses que je ne peux pas sentir parce que je ne suis pas sur le terrain et qui sont des choses qui sont... je ne peux pas vraiment rapporter ce qui se passe à Gaza. Le travail est trop parcellaire, malheureusement. Et du coup, on a les journalistes étrangers, la Foreign Press Association, qui regroupe les journalistes étrangers à Jérusalem et donc en Israël et sur les territoires palestiniens, a demandé à la Cour suprême israélienne d'autoriser les journalistes étrangers à aller à Gaza en indiquant que justement, on voulait faire notre travail. Cette autorisation a été refusée. Nous n'avons toujours pas le droit de rentrer dans la bande de Gaza. Et donc, ça met gravement en péril, en fait, notre couverture de ce qui se passe à Gaza. Même si je tiens à souligner le travail de nos consoeurs palestiniens et de nos confrères palestiniens est d'une très grande qualité et nous permet, heureusement, grâce à eux, d'avoir un petit accès à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Et donc, leur travail est absolument essentiel pour raconter ce qui se passe aujourd'hui sur cette guerre sur la bande de Gaza. Hello everyone, I didn't have any internet connection the past 3 days. I had to evacuate where I was. I hardly even evacuated.
Where I went, there was no internet. Now I'm back on the ground. I'm trying to cover some news. The situation is only getting more difficult every minute that passes in regard of the electricity, the water situation, the food situation, the medical situation. Things are only getting worse. Israël, aujourd'hui, empêche l'accès des journalistes étrangers à Gaza. Officiellement, les autorités israéliennes disent que c'est pour nous protéger parce que, comme elles disaient à l'AFP et à Reuters, elles ne sont pas en mesure de protéger les journalistes sur place. La situation est trop dangereuse. Aucun endroit n'est sûr aujourd'hui à Gaza. Officieusement, évidemment, ça fait qu'il y a aussi moins de Gaza sur les écrans du monde entier. Parce que, comme on l'a dit, la production de l'information par les journalistes palestiniens se fait dans des conditions extrêmement périlleuses et que donc, il y a des zones entières qui ne sont pas couvertes, qui sont partiellement couvertes. Footage has emerged from Gaza apparently showing dozens of Palestinian men detained and forced to strip by Israeli forces. The men are seen sitting cross-legged or kneeling in several different locations and being transported on the back of military vehicles. These pictures were filmed in northern Gaza, not far from Gaza City. Et donc l'actualité qu'on couvre à Gaza est pas du tout couverte comme elle le serait sur un conflit normal. Et évidemment, ça aide aussi l'armée israélienne qui du coup opère sans qu'il y ait ce regard international sur ce qu'elle est en train de faire dans la bande de Gaza.